Salut les zinzins, salut les zinzines, bienvenue sur ce Vademecum, aujourd'hui consacré à l'agriculture, mais aussi à tout un tas de sujets autour de l'agriculture. Et avec moi, j'ai la grande joie d'avoir Tristan Arlot. Bonsoir Tristan. Bonsoir Sophie. Alors, je crois que tu as vraiment beaucoup de choses à nous raconter. Il va falloir faire du tri, parce que... Écoute, ça va se faire tout seul. Donc toi, Tristan, tu es agriculteur. Je suis agriculteur bio au Puy-Saint-Tréparat depuis une vingtaine d'années. Voilà. Donc, tu as une exploitation. Tu as aussi monté depuis quelques années le coin des paysans. Voilà, c'est un projet qu'on a eu en 2013 et on a mis 6 ans pour arriver à le mettre en place. C'est un système de coopérative entre agriculteurs pour faire du circuit court en volume un peu costaud, pour permettre aux agriculteurs de gagner leur vie en fait. Ce qui est une très bonne chose. On parlera au cours de cette émission du message que tu peux faire passer aux agriculteurs et de ton fonctionnement qui a l'air de bien fonctionner justement. Alors tu es dans la commune du Puy-Saint-Tréparat. C'est ça. Alors récemment j'ai vu une petite vidéo qui s'appelle Opération Main Propre et il s'avère que je t'ai croisé à peu près à ce moment-là. Alors j'ai l'impression qu'au Puy-Saint-Tréparat il se passe des choses pas très catholiques, qui sont vraiment pas drôles et dont tu as fait les frais depuis plus de 5 ans maintenant. Alors les soucis ont commencé en 2015 et en 2020, de 2020 à 2023, on a vraiment essayé de me couler et que le projet capote. Ça a été 3 années très très dures. Ouais. Ça a commencé, l'attaque au glyphosate, c'était la première ? Non, ça a été l'apogée. Non, ça a commencé en 2015. On m'a brûlé ma cabane dans le bord de route avec un fourgon volé qu'on a incendié dedans. Après, je l'ai reconstruit. Après, on me l'a rasé. Après, on m'a inondé mes champs. Enfin bref. Ils ont lancé une guerre d'usure pour... ce qui est assez classique dans le monde rural. Ce qui m'est arrivé, c'est... Voilà, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Quand vous avez des gens qui n'acceptent pas qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent sur leur territoire, ils s'y prennent pas autrement pour vous faire partir, quoi. Voilà. Et après, il y a eu l'attaque au glyphosate qui pour moi a été terrible. Ça a été une énorme épreuve. Et ensuite j'ai compris que les institutions aimeraient que l'enquête n'aboutisse pas, et si elle aboutit, un jour, ce soit sous forme de conflit de voisinage, alors que je n'ai pas de conflit avec mes voisins en fait. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Ouais, je n'ai aucun doute que tous tes voisins t'apprécient. Alors, il y en a quelques-uns qui m'aiment pas, ce qui est normal, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes modèles agricoles, et puis moi je suis pas du monde agricole à la base, donc j'ai un gros défaut. En plus, je suis né à Venelle et pas au Puy-Saint-Tréparat, donc tu vois... Ah oui, dans des communes si proches, il y a ce genre de choses. Il y a la limite administrative, donc tu fais pas partie du village. Donc il y a un peu ça, mais ça c'est un peu le genre de Florette classique. Voilà, il fait pas partie du clan, on le connaît pas. Bon, voilà. Donc il y a une espèce de bizutage que beaucoup d'agriculteurs connaissent en France. Il n'y a pas que moi, des témoignages, j'en ai reçu beaucoup. En revanche, ce que les autorités n'ont pas envie d'entendre, c'est que au-delà de moi, c'est le modèle qu'on a attaqué en fait. C'est le modèle qu'on a créé. Ils ont vraiment voulu nous couler, quoi. C'était ça. Et d'ailleurs, après l'attaque au glyphosate, qui aurait dû être le coup fatal, il y a eu tellement de personnes qui nous ont aidés pour nous redresser qu'on a réussi à se redresser, et les attaques ont continué pendant 2 ans, en fait. Il y a eu une 60aine d'actes de destruction de culture, de menaces de mort, de matériel brûlé. Enfin, ça a été très très long, très compliqué. Et quand j'ai compris que les institutions avaient déjà choisi la fin de l'histoire, en fait, je comprenais qu'ils voulaient nous amener là, et moi je me rendais bien compte que c'était beaucoup plus grave que ça. J'ai décidé de m'équiper de matériel d'espion et de tout enregistrer en fait.
Donc j'ai les politiques, j'ai les gendarmes, j'ai la justice, j'ai certains agresseurs, j'ai des témoins et j'ai surtout les mobiles aujourd'hui. Et je me sers de tous ces enregistrements, une partie pour résoudre l'enquête qui est liée à mes agressions et une autre partie qui est en fait toutes les magouilles qui sont dans le monde agricole, qui sont gérées par les institutions agricoles. Et moi, à l'intérieur des syndicats agricoles, que ce soit la Confédération paysanne ou après la coordination rurale, mon positionnement, c'était un positionnement purement républicain où on bloquait les dossiers pourris, en fait. Voilà. Et c'est de là, pour moi, et c'est une évidence aujourd'hui, c'est à cause de ce combat-là dans les institutions que je me suis fait défoncer, quoi. Quand tu dis la fin de l'histoire, pour eux, c'était quoi? La fin de l'histoire? Ouais, ce qu'ils souhaitent, eux. Quand tu as compris ce que c'était la fin de l'histoire. Pour eux, la fin de l'histoire, c'est quoi? Ce qu'ils veulent obtenir, c'est quoi? Alors, au début, j'étais un mythomane. Donc, malgré l'enquête qui prouve que oui, il y a bien eu agression, etc. Toutes les enquêtes prouvent qu'il y a agression. Mais le discours ambiant, c'est un mythomane. Donc, ce qui lui arrive, ça lui arrive pas. Donc, c'est comme les femmes violées, c'est comme voilà. Ou alors, si ça lui arrive, c'est de sa faute. Voilà. Elle avait qu'à pas danser au milieu des autres. Malgré les preuves, tu fais systématiquement face à un déni de preuves. Alors, en fait, ce qui t'arrive quand tu es agressé, c'est, je fais toujours de la pensée analogique parce que ça permet à tout le monde de bien comprendre. Oui. Tu te fais renverser sur la route par un chauffard et tu entends les pompiers qui arrivent et tu te dis bon, mais ça va, je suis sauvé, quoi. Et en fait, non. C'est-à-dire que les gendarmes sont des fonctionnaires. On leur dit, ça, tu le sauves ou tu le sauves pas. C'est comme ça, en fait, que ça se passe. Alors, c'est pas partout pareil, mais toi, dans ta commune, c'est vraiment c'est ce dont tu as fait l'expérience. Ah ben, on l'a fait l'expérience et on l'a filmé. Et donc aujourd'hui, quand on sort Opération Main Propre, voilà, les gens qui me connaissent et qui connaissent l'histoire, ils comprennent que je vais la sortir, l'enquête. Je vais sortir les gros morceaux. Et là, aujourd'hui, j'ai montré 1% de ce que j'ai. Et il y a 10 jours, les gendarmes sont arrivés et m'ont mis en garde à vue. Donc ils sont arrivés, ils t'ont mis en garde à vue, ils t'ont pris tout ton matériel, ton ordinateur. Ils m'ont pris tout le matériel informatique. Évidemment, moi, les disques durs, ils sont cachés. J'ai des amis partout, il y a un disque dur à l'étranger, ils sont morts, ils pourront pas m'empêcher de publier. Mais en revanche, ils m'ont mis un gros coup de pression. Parce qu'ils ont qu'une peur, c'est que ça sorte. C'est tout. C'est pour ça que les agressions se sont multipliées, parce que 60 emmerdements, on va dire, voire où tu as risqué ta vie quand même des fois. Ouais, en fait, quand il y a des tirs à balles réelles sur du matériel agricole, pour t'expliquer que, voilà, on t'a à l'œil, en plein jour, après les incendies, le tractopelle, etc. Mais ce qui était, pour moi, une évidence, c'est que c'était extrêmement rythmé. C'était tous les 15 jours. C'est-à-dire, ils t'en faisaient pas 5 d'un coup, quoi. Tous les 15 jours, tu savais que t'allais avoir quelque chose. Un champ inondé, une serre saccagée. Des espigaos dans... Voilà, ils mettaient des espigaos dans le réservoir du tracteur, ça bouge toutes les durites, donc t'es en panne, tu peux pas... Voilà. Et en fait, c'est des petits actes qui ne coûtent pas cher, mais qui, pour la victime, en fait, ça a des conséquences énormes. C'est tout de suite 2, 3, 4 jours de travail perdus, c'est 10 000 euros de récolte perdue, c'est des bâches à changer, c'est des tuyaux à remplacer, et puis tu es sur le qui-vive tout le temps, donc tu dors moins bien, tu es moins performant dans ton travail. Donc tu te sens menacé, de toute façon, tu es menacé. Voilà. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a sauvé, parce que, évidemment, les gendarmes, là, quand ils me font la garde à vue, ils me disent... Ils rigolaient, les pauvres, parce qu'ils ont vu que j'étais honnête et que voilà, ils étaient dégoûtés, en fait. Ils m'ont laissé partir, ils m'ont dit presque qu'ils s'excusaient, quoi, désolé. Et alors, je sais pas si c'est un proc ou une procureure qui a cette enquête-là, là, mais ils leur ont dit, mais il est normal, en fait.
il est pas fou. Donc elle a dit, on va quand même vérifier. Et donc ils m'ont envoyé à Montperrin voir une psy très sympa qui a conclu que non, en fait, non, j'ai juste subi énormément d'agressions et qu'à un moment, avec la pression sur plusieurs années, il y a des moments où tu as besoin de pousser des coups de gueule aussi. De pousser des coups de gueule, et puis après, ils appellent ça des pulsions morbides. Alors, soit tu te suicides, soit tu as envie de tuer des gens. Moi, j'avais pas envie de me suicider, donc je te fais pas un dessin. J'avais plutôt envie d'aller défoncer les mecs qui me font chier depuis 15 ans, là. Et voilà. Et donc, ce qui m'a permis, moi, de tenir le coup, c'est que c'est ce que je pensais, parce qu'il y en a plein avec des agressions tous les 15 jours. Il y en a plein, ils peuvent pas tenir cette pression-là, quoi. Ouais. Mais moi, ce qui m'a fait tenir, c'est qu'en fait... Bon, déjà, j'ai beaucoup d'amis, de vrais amis. Et ensuite, il y en a un d'entre eux, enfin, c'est le mari d'une d'entre elles, qui est un professionnel des documentaires, qui m'a dit, on va faire un documentaire, on va les niquer, en fait, parce que c'est un Marseillais, donc il parle comme ça. On va les niquer, on va les enregistrer de l'intérieur. Et ce monsieur va faire basculer complètement la trajectoire de ce qu'il me faisait. C'est qu'en fait, comme on filmait l'absurde, donc des gendarmes qui font semblant de pas voir, qui ont des conclusions totalement irrationnelles. Nous, on filme, on a tout, et on filme les gendarmes avec leurs conclusions dans leur bureau. Donc à un moment, quand tu as 20-30 agressions que tu filmes, avec des explications farfelues en face, tu te dis ils ont des ordres. C'est plus possible, en fait. Oui, alors justement, donc qui c'est il et qui c'est qui donne les ordres? Eh ben, ça maintenant, c'est la juge d'instruction qui doit faire son travail. Moi, je lui ai donné un dossier en novembre. Le dossier, elle avait dans les mains. Moi, j'ai enlevé tous les avocats pour que plus personne ait accès au dossier. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'elle et moi qui avons le dossier. Et voilà, et elle sait maintenant, elle peut pas dire c'est pas possible, non, c'est possible, voilà. Et est-ce que depuis que tu as lancé les premières vidéos Opération Main Propre, les agressions ont diminué? Alors, ce que je vois, c'est qu'au village, tout le monde sourit et me fait coucou, quoi. Parce qu'ils ils trouvent ça génial, je pense, les gens, sauf certains, parce qu'il y en a certains, ils doivent se dire que la fin est proche. Mais non, je me fais arrêter dans la rue, putain, t'es mon idole, tu me fais trop rire et tout, défonce-les. Voilà, parce que les citoyens, globalement, on est tous fait pareil. L'injustice, ça nous choque. La violence, on veut pas de violence. Ben non. Et donc, en fait, la problématique qu'eux ont, c'est qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Ils sont allés beaucoup trop loin et on les a enregistrés. Donc, moi, si tu m'enregistres pendant 3 ans, franchement, tu vas te faire chier. Hein, parce qu'il se lève tôt, il ramasse ses épinards, il ouvre son magasin, il fait des tours en tracteur. Enfin, ma vie, elle n'est pas... Bon. Mais eux, là, les chambres d'agriculture, les hauts fonctionnaires, les politiques, tous ceux qui tirent les ficelles... et qui font tant de mal au monde agricole, parce que moi, c'est ça mon combat. Hein. Ben, bien sûr. D'ailleurs, tu es ce soir la parole de tous ceux qui souffrent dans le monde agricole. Mais enfin, en tout cas, qui souffrent de cette gestion-là, parce qu'il y en a, ils souffrent pas, tu vois. Il y en a, ils savent que les primes, elles tombent, qu'ils sont en place, que les permis de construire, ils les ont même pas avant de les déposer. Ils savent que le permis va être accepté. Tous les dossiers de subvention, ils sont sur la table déjà signés. Les mecs, ils sont tranquilles, hein. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y en a d'autres qui veulent s'installer agriculteurs, et alors on leur trouve pas les terrains, on leur trouve pas les subventions. Quand ils vont déposer un permis de construire, on va leur refuser 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et les mecs, à la fin, ils se cassent. Ils ont passé 5 ans ou 10 ans d'expérience agricole, et ils se disent, mais putain, je me suis fait défoncer, ils partent, ils sont dégoûtés. Ouais, ils sont pas du tout soutenus. On va faire une première pause musicale avant de rentrer de plein pied dans cette opération main propre. À tout de suite. On vient de s'écouter Vince, Liberté. Donc je suis avec Tristan Arlot, et là tu vas nous parler... effectivement, puisqu'il n'y a que des magouilles et que le modèle est pourri, c'est ce dont tu as fait l'expérience. Ce dont tu fais l'expérience, c'est ce dont de nombreux agriculteurs font l'expérience. Vous avez monté donc avec
avec des collaborateurs, des citoyens, une association développement de l'agriculture du Puy Sainte-Réparade. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, de sa direction et de où ça va mener tout ça? Écoute, moi j'avais un mentor agricole qui s'appelait Gérard Villaldac à Pérols, qui était président de l'ADR et quand j'étais à la Confédération paysanne, il avait été tête de liste aux élections chambres. Et c'était quelqu'un qui était bourré de bon sens. Il m'avait dit tout cela, faut pas les écouter, les conseilleurs sont pas les payeurs. Il faut monter des systèmes entre nous, avec les gens autour de toi. Et lui, il était plus âgé que moi. Hein. Il m'a dit, mais tu as les capacités, etc. Et en 2015, on a regroupé tous nos clients fidèles de la ferme, plus une dizaine d'agriculteurs, et on s'est fait une grosse réunion, et on a posé les questions aux citoyens sur ce qu'ils voulaient. Et on a répondu à leurs demandes aussi, parfois par la négative, en disant, ça, on peut pas le faire. Mais ça, on peut le faire. Et on s'est fait une feuille de route, et on s'est dit, l'aboutissement, ce sera un magasin de producteurs collaboratifs. C'est-à-dire que les clients nous disent, pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça, ça, on aimerait que vous changiez ci. Et nous, on joue le jeu. C'est-à-dire qu'on n'impose rien, en fait. Voilà. Et en faisant ça, on s'est rendu compte que l'alimentation et l'agriculture, en fait, chez le citoyen, il n'y a pas de... Tout le monde est d'accord, en fait. C'est ça qui est marrant, en fait. L'alimentation, tout le monde veut bien manger, sainement, avec des prix raisonnables, et ils comprennent que les agriculteurs, il faut qu'ils gagnent leur vie. L'agriculteur, il n'y a aucune raison qu'il fasse 60 heures semaine pour gagner 500 € par mois, quoi. C'est clairement... Mais on ne peut plus juste. Voilà. Et donc, en fait, petit à petit, l'association elle a grossi, vraiment grossi. Il y avait 200 familles adhérentes. Donc, c'est une association citoyenne apolitique. Hein. Apolitique. On ne parle jamais de politique. Voilà. Parce qu'en fait, l'alimentation et l'agriculture, à 99%, il n'y a pas de conflit, en fait, entre les gens. Voilà. Des bons légumes, des bons fromages, etc. Tout le monde est d'accord. Voilà. Puis tout le monde s'y retrouve. Le producteur, c'est ça. Le consommateur. C'est ça. Et en plus, ils sont en bonne santé. Exactement. Voilà, donc on a commencé à faire ça et on a eu un projet, ça s'appelle un projet alimentaire territorial, mais un micro-projet alimentaire territorial, uniquement porté par les citoyens, sans argent public. Parce qu'en fait, quand je siégeais, moi, dans les institutions, quand j'étais à la Confédération paysanne, je voyais des sommes astronomiques. Des millions d'euros qui partaient, soi-disant pour les circuits courts, soi-disant pour développer. Et puis au bout de 5 ans, je regardais autour de moi et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Il est passé où, là? Tout ce pognon, il passe où, en fait? Qui est-ce qui le consomme? En tout cas, il n'arrive pas dans des projets concrets. Ah ouais. Donc ça part plutôt sur de la communication, sur des forums, sur des marchés de 3-4 jours qui coûtent des fortunes, mais où là, tu as tous les politiques qui font la photo une fois par an, puis après, terminé. Ça ne change rien à ce que va pouvoir consommer et acheter Exactement. le citoyen, quoi. Donc nous, on a fait un fil rouge alimentaire au village, donc ça partait de la crèche jusqu'au collège. Et en fait, pour que toutes les générations soient touchées en même temps et soient sensibilisées à l'agriculture, à l'environnement, évidemment, puisque les deux sont liés, et à l'alimentation. Voilà. Et petit à petit, comme je siégeais au ministère, au Conseil national de l'alimentation, le projet a intéressé des députés, des sénateurs, des maires. Donc j'ai été auditionné à plusieurs reprises. Et je me suis dit, la partie est gagnée. Et ça, c'était 6 mois avant l'agression. Ah. Tu vois ? D'accord. Donc c'est là où on est naïf, on est encore candide, hein, même si j'ai 52 ans. Bon, là, maintenant, je suis moins candide, hein, parce que je filme tout, tu vois. au moins, je suis tranquille. Mais non, j'étais encore candide, j'y croyais. Et je me suis dit, c'est bon, ça y est. Le président des maires de France qui me dit, Monsieur Arlot, c'est super, vous avez raison, c'est ça qu'il faut faire et tout. Je me dis, ça y est, c'est gagné, c'est parti. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Non, on s'est fait défoncer. Tu vois ?
Et aujourd'hui, je vois où a été mis l'argent. Donc, il a été mis aux mines des Arnavaux, plusieurs millions d'euros. Et la structure qui est gérée par des politiques, dont mon maire, qui d'un coup s'intéresse à l'alimentation, lui. Bah, bon. Peut-être qu'il voyait en moi un concurrent, quelqu'un à battre. Ils ont perdu 1 600 000 euros. 1 600 000 euros. On ne sait pas comment ils font pour perdre autant d'argent, ces gens-là. Donc, sur la commune, si on ne fait rien, nous, il n'y a rien. Mais eux, ils ont mis des dizaines de millions d'euros. Et au final, ils perdent encore de l'argent. Ils n'installent pas plus de jeunes. L'autonomie alimentaire du territoire, elle est catastrophique. Je crois qu'on est à 5%. Et on devrait être à... Logiquement, on pourrait être à 20-25%. Déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce que tu viens de dire là? C'est-à-dire, c'est la capacité d'un territoire à se nourrir par lui-même. C'est-à-dire, tu prends la métropole, on prend le département, parce que ça revient au même. Ah ouais. Donc, tu intègres Arles, parce que si tu enlèves Arles, tu es à 1%, tu vois. Ah oui. Oui, Arles, c'est vraiment la partie où ils produisent beaucoup. Et donc, si tu prends tout ça, tu es à 4-5%. C'est-à-dire que tu vas manger 15 jours par an. S'il y a une guerre. Ça, quand on le dit comme ça fait réagir. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Donc en fait, tu es là et tu te dis, mais ils sont où les politiques? Ils dorment, quoi. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire et ce qu'on fait, c'est au contraire, c'est développer. Et notre projet, il a une croissance de 40% par an. Tu vois? Alors que là, tout le monde est en crise et tout le monde dit c'est pas possible, etc. Mais ce modèle-là, il fonctionne. Et il coûte pas d'argent. C'est important que tu le dises parce qu'on entend souvent, si les exploitations ont besoin de subventions pour s'en sortir, c'est pas normal, etc. Mais c'est pas la réalité. Alors, tu veux que je te dise? Oui, bien sûr. Moi, il me donne... Royal, l'État français me donne, j'ai calculé, même pas 3 euros par jour. Voilà, c'est important. Comme 3 euros par jour. Comme ça, on a les chiffres. Tu vois, comparé aux millions qui sont partis aux Arnavaux, c'est effectivement... Mais tu vois la différence. Et en fait, on se dit, mais ils mettent l'argent là où il ne faut pas le mettre. En tout cas, pas au service de l'alimentation, quoi. Oui, et puis il faut faire si tu veux faire du local, il faudrait que tous les 20 000 personnes, il y ait un magasin de producteurs. C'est ça qu'il faut, en fait. C'est ce modèle-là qu'il faudrait développer. Ah, mais c'est certain. Et vous, avec ce que vous produisez, avec les 40% de croissance, c'est ça que tu dis? Ça veut dire que vous augmentez l'autonomie alimentaire, là, pour le coup? Normalement, on l'augmente. Normalement, on l'augmente. Alors, il y avait un super site qui s'appelait Créater, je crois. Mais ils ont changé. Mais avant, ils arrivaient en temps réel à évaluer l'autonomie alimentaire d'une zone géographique. D'accord. Voilà. Et en fait, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'en fait, plus il y a de population, moins il y a d'agriculteurs et moins il y a d'autonomie. Eh oui. Et donc, c'est quand même facile pour un politique de se dire, mais en fait, il faut qu'il y ait un pourcentage d'agriculteurs par milliers de personnes. Et je vais me battre pour ça. Et pourquoi tu ne le mets pas dans la loi? Tu pourrais le mettre dans la loi. Si tu fais... nous, au Puy-Saint-Tréparade, on accueille 3000 personnes de plus. On passe de 5500 à 8500 personnes. Tu veux dire quand vous accueillez des personnes en plus, c'est des personnes qui viennent... construire, les villes grossissent. D'accord. Ah ok, d'accord, en termes de densité. Donc au niveau des PLU, on dit on va accueillir 3000 personnes sur un village de 5000. Normalement... Avec ce PLU, il y aurait dû avoir une politique alimentaire. Bien sûr, qui soit en lien avec l'augmentation. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Et des cas comme ça, il y en a à Tire-Larigot. Donc là, on est clairement dans quelque chose qui favorise l'alimentation industrielle au détriment de producteurs comme vous, qui vont essayer, au contraire, de créer cette autonomie alimentaire. Oui, et de qualité. Et de la synergie. Parce qu'en fait, plus tu enlèves d'agriculteurs dans la population, en proportion, moins on pèse. Je crois qu'on est 40 au Puy-Saint-Tréparade sur 8000 personnes. On pèse rien. Et auparavant, il y en avait beaucoup plus?
Ah ben, ça, je suis pas assez vieux pour te le dire, mais oui. Ils t'ont pas dit les anciens? Non, les mais anciens je pense qu'à une époque, ils étaient 1000 agriculteurs, quoi, pour 4000 personnes. Enfin, le monde rural, c'était la richesse, quoi. Là, aujourd'hui, au Puy-Sainte-Réparade, tu vois, je pense que tu as 90% de grandes cultures et de vignes. Tout est mécanisé, donc il n'y a plus un humain. L'IA dans l'agriculture, elle pourra pas faire grand-chose. J'espère pas. J'espère pas. Ça serait un autre combat à mener. Si on voit des hommes robots d'Elon Musk parachutés par Château Lacoste, genre, on va pas être d'accord. Ah oui, non, là, ça sera un très mauvais rêve. On va faire une pause musicale et on se retrouve tout à l'heure. On reprend avec Tristan Arlot sur l'agriculture. Vaste sujet, vaste débat. On apprend plein de choses. En plus, il y a des chiffres. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager maintenant ? Moi, j'ai envie de vous partager le combat qu'on mène avec Opération Main Propre. Voilà, donc là, vraiment, tu vas nous parler de la corruption quand même, hein, de la lutte, des relations avec les hauts fonctionnaires. Exactement. Quand j'ai commencé ma vie syndicale en 2009 à la Confédération paysanne, on avait des hauts fonctionnaires qui comprenaient les combats qu'on menait et qui étaient logiques et qui disaient, bon, effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et quand il y avait des dossiers pourris, ils nous appelaient directement sur nos portables et nous disaient, moi j'habite à 10 minutes de la Chambre d'agriculture, donc c'était pas dur. Ils m'appelaient, Monsieur Arlot, vous pouvez venir, il y a un dossier pourri là. Alors, moi je quittais la ferme, j'étais dégueulasse en short, avec de la tomate de partout sur le t-shirt, enfin pourri, et j'y allais 1 heure. Je signais, j'étais présent, j'attendais que le dossier sorte, je levais la main. Monsieur X ou Madame Y, écoutez, il y a un souci sur ce dossier, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer ? Et là, le haut fonctionnaire disait, vous avez bien fait, Monsieur Arlot, de nous indiquer qu'il y a un problème, bon, on va ajourner le dossier, puis le dossier partait aux oubliettes. Ah oui. Donc ça fonctionnait comme ça. Et depuis 2019, depuis la loi anticorruption de Macron, qui n'a rien donné, évidemment, puisque bon, il ne va pas non plus se tirer une balle dans le pied, on a vu les hauts fonctionnaires, vraiment, ils ont tout laissé passer. Ça a été vraiment choquant. C'est-à-dire qu'on voyait des dossiers, mais pourris, des trucs, mais c'est impossible que ça passe. Et là, j'ai demandé une réunion en préfecture, donc on me l'a accepté, donc au 6e étage de la DDTM à Marseille. Et là, j'ai demandé à ce que ce soit enregistré, ils ont accepté. Et c'est là où c'est étonnant. C'est que les mecs, tu les écoutes, tu te dis, mais ils sont sur une autre dimension. On a changé de dimension. Et aujourd'hui, les hauts fonctionnaires disent, si vous n'êtes pas content, attaquez en justice. Tu vois la problématique. C'est-à-dire que tu te dis, mais en fait, les mecs savent que le dossier est pourri. Ils savent qu'on va gagner. Ça va juste prendre 10 ans. Ça va nous épuiser. Et eux, ils s'enlèvent les mains. Mais la société, elle ne peut pas fonctionner comme ça. La puissance publique, elle est là pour empêcher ça. Si tu engorges les tribunaux, si tu fatigues les citoyens, si au final, tu as des dossiers pourris qui émergent au milieu de nulle part, et où il y a des conséquences sociales, économiques et environnementales, c'est pas possible. Ben non, le monde s'effondre. Et normalement, ça marche pas comme ça. Et là, ça fait, là, ça fait 1 an que je siège plus, 2 ans maintenant, que je siège plus en local. Moi, j'ai enregistré tout ce que j'avais enregistré, puis en fait, je suis parti en leur disant, je vous ai enregistré, donc le temps que je m'organise, et on va sortir les vidéos, on va expliquer aux citoyens comment ça marche. Comment vous faites ? Tu as dit une phrase que j'ai trouvée intéressante quand on a préparé l'émission. Tu as dit l'État n'est pas aussi fort que l'on croit. Ah, l'État a le cul merdeux, oui. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'il ne tient que parce que les gens n'ont pas compris que c'était le cas. Ils sont dans une logique, c'est pas possible qu'ils nous veulent du mal, c'est pas possible qu'ils fassent ça. Mais si, c'est possible. Et faites très attention, parce qu'un État totalitaire, c'est ça.
Et quand on voit ce qui se passe au niveau politique et qu'on voit que l'État se prépare, parce que moi c'est ça que je comprends, il se prépare l'État. Donc un jour ils vont venir taper à ta porte, ils vont dire bon toi on veut plus de toi et dégage. T'as qu'à aller voir un avocat, mais qu'est-ce que tu fais? C'est fini en fait, ta vie elle bascule. Donc il faut faire très attention. Pour moi je pense que Opération Main Propre a cette vertu-là, c'est de montrer en fait qu'on est nombreux à subir ce genre d'injustice. On est nombreux à subir cette corruption et qu'il faut vite la révéler maintenant pour que ça tombe. Et quelque part, l'affaire Epstein qui est en train de sortir, c'est ça. Personne ne pouvait croire que c'était comme ça. Il y a des gens qui l'ont dit, hein, ils l'ont dit à la télé et tout. C'est un fou, c'est un complotiste. Aujourd'hui, ça sort au grand jour. Putain, le mec, il viole des gamins, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il est avec les présidents de la République, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est fou, en fait. En tout cas, là, c'est un puissant qui a été déboulonné, quoi. C'est ça. Alors, Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir aujourd'hui. Le citoyen n'a pas de pouvoir sur l'État, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. L'État doit s'autoréguler. Donc à l'intérieur, il faut qu'il y ait des hauts fonctionnaires, qu'il y ait une forme de tempérance, et qui se disent la République prime sur ce qu'on me dit de faire. Moi, j'ai enregistré une réunion avec une sous-préfète qui a démissionné, parce que moi j'ai déposé plainte contre elle, hein, clairement, pour des magouilles de permis de construire, qui impliquent aussi un maire au nord d'Aix-en-Provence. C'est pas le mien, hein, pour une fois. Et, il a déjà pas mal de dossiers sur le dos, le pauvre. C'est un autre. On va arrêter de le charger, lui. Il va en prendre assez. Comment il s'appelle, le maire du Puy-Saint-Tréparade? Jean-David Ciotte. Ouais, Jean-David Ciotte. Voilà. Tu en prends pour ton grade ce soir. Non, il ne sera pas surpris. Non, il faut qu'il regarde Opération Main Propre. Ah, mais je pense qu'il a déjà vu. Non, mais la semaine prochaine. Ah, d'accord. Il y en a une spéciale qui va sortir. Donc voilà, et cette sous-préfète, elle m'appelle, Monsieur Arlot, mais non, mais... Et elle a démissionné. C'est hyper rare. Elle a démissionné face à l'ampleur de la corruption qu'elle... Elle n'était pas à sa place, je la voyais pendant la réunion, elle était mal à l'aise, elle était mal à l'aise. Et moi, je sortais les preuves en réunion. Regardez, j'ai googlisé la personne là, qui vous donnait le permis de construire. Elle est même pas agricultrice, elle produit rien et tout. Mais c'est quoi cette histoire? Et elle était mal. Et parallèlement à ça, ils vont refuser des permis de construire à des jeunes qui s'installent. À des jeunes agriculteurs, donc volontaires, qui ont envie de bosser, qui sont contents de faire ce métier. Et la même administration va refuser le développement de fermes familiales de proximité et va donner des permis de construire complètement abusifs à des gens parce que voilà, ça arrange un certain milieu, quoi, voilà. Bon, en gros, finalement, c'est quand même, on est quand même dans une situation un peu critique, quoi, parce que ça risque il faut que ça pète finalement pour que ça change. Pour moi, ça a pété, là. Pour toi, ça a déjà pété. Non, mais individuellement, je parle. Ah oui, avec moi, toi. J'ai envoyé les dynamites. Pour moi, ça a pété. Voilà. Moi, je vais les envoyer. J'espère que... Et c'est aussi le but d'Opération Main Propre, c'est qu'il y ait d'autres agriculteurs ou d'autres victimes qui m'appellent et qui me disent « Écoute, moi aussi, je voudrais te raconter mon histoire parce que c'est une histoire de fou. Il y en a qui se font exproprier. Il y en a, on les pousse au suicide. Il y en a, on les pousse à la faillite. Mais enfin, c'est pas normal. Tu vois, on n'a pas à vivre ça dans un pays comme la France, quoi. » Pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, donc Opération Main Propre, ce sont des vidéos qui sont sur donc la chaîne YouTube, c'est ça? Où tu en as déjà combien? 3 ou 4 qui sont sortis? On en a fait 7, là il y en a 4 autres qui arrivent, avec 2 autres agriculteurs. Il y en a une qu'on doit faire à Salon avec un agriculteur qui a dénoncé des pratiques de désherbage chimique dans les canaux d'irrigation. Et comme lui, il est en bio, il allait perdre sa certification bio, tu vois. Donc lui, il a juste dit à ses voisins, arrêtez de faire ça, ils ont continué. Et là, il a porté plainte, voilà. Donc ce monsieur, on va le rencontrer, je vais le rencontrer bientôt, là, on s'est au téléphone. C'était le premier à m'appeler quand je sortais de garde à vue, donc je lui ai dit, tu vois, je me suis fait défoncer 15 ans et moi je pars en garde à vue, quoi. Voilà. Il m'a dit, mais ils veulent te faire craquer.
Mais moi, j'y ai pas pensé, tu vois. Mais il m'a dit, mais si tu étais faible psychologiquement, Ah bah c'est sûr que tu rentres chez toi, tu te mets une balle. Hein. Ah, c'est sûr que tu aurais Tu craqué vois. parce que vu C'est hyper violent, en fait. Hein. On te met les menottes chez toi et tout. Tu passes devant tes filles avec les menottes. Attends, qu'est-ce que tu fais, là? Tu Ah vois. oui, non, tu dois te poser des questions. Hein. Mais bon, comme je suis sûr de mon coup, je savais que c'était un mauvais moment à passer. Et puis voilà. Mais lui, il m'a dit direct. Il m'a dit, ils ont essayé de te faire craquer. Ils veulent te faire craquer. Là, on va dire qu'ils n'ont pas réussi. Et qu'au contraire, là, du coup, tu es en posture de dénoncer la mafia, la corruption, les maîtres chanteurs, hein, les attributions de permis de construire, enfin, toute la violation des droits les plus élémentaires, quoi. Bah, si tu veux, ce qui est marrant, c'est que malheureusement pour eux, il y a eu 3 cas d'affilée sur ma commune, ou vraiment à proximité, où je connaissais la réalité des dossiers. Et donc le dossier qu'on te propose en préfecture, en chambre d'agriculture, tu le lis, et pour que ce soit plus dur pour nous, ils enlèvent le nom des gens, pour pas qu'on sache en fait, pour encore plus dissimuler en fait. Je dis, mais comment nous, syndicalistes, on peut savoir le dossier si on connaît pas le nom de la personne? Ça n'a pas de sens, ça. Mais c'est comme ça que ça marche, je peux te le montrer, hein, j'en ai des tonnes. Et donc, la Chambre d'agriculture demande à ce que ce soit anonymisé. Enfin, t'as compris, quoi. Et donc, malgré ça, j'arrive à comprendre. Et il y a 3 dossiers dans mon village, à quoi? Mais collés. Donc, t'as 2 jeunes en couple. Maintenant, ils font du pain et de la céréale au village. Ils ont demandé une bergerie. Parce que c'était logique. Ils font les marchés, le pain, le fromage de brebis, c'est nickel, tu vois. Et là, le maire va tout leur refuser, tu vois. Et pourtant, ils sont dans la bonne zone, le PLU est favorable, ils sont jeunes, ils ont les diplômes, ils sont soutenus, ils sont en vente directe, il y a une population qui vient d'arriver, donc c'est logique. Et eux, rien. Donc ils vont pas réussir à faire leur projet, tu vois. Et puis il y en a un autre qui s'installe au village, en zone inconstructible, il rachète une ferme vraiment pas chère, et il s'engage à pas vivre sur la ferme, à pas déposer de permis, quoi, tu vois. Ok, donc bon. On vote pour lui en sa affaire, pour qu'il achète. 3 semaines après, le permis il était affiché. Alors 2 maisons, les hangars, les machins, des centaines de milliers d'euros de primes à l'année. Enfin, et tu te dis, mais c'est pas possible. Sur un même village, tu peux pas défoncer des jeunes et de l'autre côté favoriser à ce point-là quelqu'un d'autre, quoi. Ah, c'est complètement injuste. Hein. Bah, c'est dégueulasse même. Alors, là-dedans, il faut pas être le chevalier blanc. Enfin, moi, j'essaye de pas l'être. De pas être... voilà, mais à un moment, quand ça va trop loin, à un moment, il faut dénoncer, parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout, quoi. Et tu penses que ça va mener où? Alors moi, j'espère, parce que je sais qu'ils sont fragiles, notamment la SAFER, je pense que ça va amener à une réforme de la SAFER. Pour ceux qui nous écoutent, la SAFER, c'est? C'est les plus gros escrocs de l'agriculture. Ah, tu voulais l'acronyme, excuse-moi. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Voilà. En fait, c'est ceux qui attribuent les terres. D'accord. Qui gèrent le foncier. Donc là, ils sont censés attribuer qu'à des agriculteurs. Parfois, ils attribuent à des non-agriculteurs devant d'autres agriculteurs. Ils sont censés favoriser ça, mais ils le font pas. Ils achètent des terrains pour la métropole pour faire des ponts. Enfin, c'est délirant, quoi. Ils sont arrivés à un niveau de... Ils font n'importe quoi. En fait, ils sont à contresens de leur objectif premier, puisque au départ, quand ça s'est créé, toutes ces institutions, elles fonctionnaient... Ouais, mais c'était le Conseil national de la résistance. Donc tu avais le gaullisme d'un côté, le communisme de l'autre, et donc ça a émané de ça. Donc il y avait le bien commun, on reconstruisait la France, on modernisait le pays. Donc il y avait une logique. Mais aujourd'hui... on est 70 ans plus tard. Ils sont encore là, ils n'ont pas été réformés, ils ont un pouvoir exorbitant, ils font ce qu'ils veulent. Et en plus, dans la gestion interne de leur structure, c'est hallucinant, quoi. En tout cas, ils ne vont pas dans le sens de la souveraineté et de l'autonomie alimentaire dont on a besoin et de qualité. On continue avec Tristan Arlot, donc sur l'agriculture. Récemment, Tristan, il y a eu la fameuse dermatose nodulaire où on a vu des cheptels entiers
quand il y avait un cas, il y avait 300 animaux qui étaient abattus. Ouais. C'était en même temps que le Mercosur. J'aimerais avoir ton avis, toi qui es un homme de la terre et qui est du milieu. Bah écoute, grâce au syndicalisme, j'ai siégé au ministère dans plusieurs réunions. Et on a accès aux décisions européennes, on a accès aux directives européennes, on a accès aux directives françaises. Et ça fait 10 ans que nous, on a compris qu'ils voulaient détruire l'agriculture française. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ils veulent détruire l'agriculture française, ils s'y prennent à leur manière. Et là, ça a été... c'est ce qu'on a dit juste avant, c'est moins d'installation, donc on empêche l'installation. Au lieu d'en faire 4, on va en faire qu'une. Voilà, globalement, c'est ça. Et de l'autre côté, ils ont des directives, il faut faire baisser la production de viande en France. Mais ça fait longtemps, hein. Ça fait 10 ans. Alors ils ont commencé, puis ça allait pas assez vite. Moi, c'est comme ça que je le considère. Ça va pas assez vite. C'est intéressant d'avoir ton opinion là-dessus. On a des objectifs. L'objectif, c'est de descendre à tant de centaines de milliers de bovins en France. Mais ce qui correspond pas aux besoins alimentaires du pays. Mais pas du tout. On est d'accord. On n'est pas à l'équilibre. Donc pourquoi tu enlèves de la production alors que tu n'arrives pas à te nourrir déjà? Donc c'est une évidence. Et là, quand on a vu... Alors, moi, je suis pas un éleveur, donc je peux pas te dire si c'est une maladie très grave, si c'est pas grave, enfin, si c'est très contagieux, j'y connais rien. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de moustiques en hiver. Alors là, t'as pas besoin d'être... celui qui se fait piquer au mois de décembre, lui, il faut qu'il m'appelle. Donc si c'est une maladie qui se transmet l'hiver, c'est qu'il y a un problème déjà. Parce que c'est un moustique qui pique. Donc dès là, tu te dis, c'est bizarre, ça se propage l'hiver. Bon. Et quand j'ai vu arriver, moi, les blindés, les hélicoptères, mais tu as des envies de meurtre qui te prennent. Là, tu prends ta voiture, moi j'ai appelé tous les copains, il y en a 3 qui sont partis instantanément à la ferme là-bas à faire le blocage, mais c'est un truc de fou. Et là, tu vois ce que c'est que l'État dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, on passe directement de rien à la violence. Mais la violence totale. Et c'est ça qui est grave. Parce que le message que tu envoies au monde agricole, c'est vous vous levez tôt, vous gagnez pas grand-chose, vous nous nourrissez, vous entretenez les paysages, vous entretenez une culture alimentaire, vous résistez en fait à cette mondialisation. Et si jamais vous résistez trop, on vous envoie l'armée. Mais en fait, t'as quand même... je veux pas être parano, mais t'as quand même l'impression d'être dirigé par une puissance étrangère. Parce que c'est ça, en fait, si on t'envoie l'armée, je suis ton ennemi, en fait. Et c'est là où il faut comprendre, en fait, ce qui se passe. Très important de comprendre. Donc c'est une vraie guerre avec, quelque part, le monde industriel qui souhaite régir de manière mondiale, d'ailleurs, l'alimentation. Ils ont leurs capots. Alors les capots, nous, on les a identifiés. C'est les syndicats majoritaires. Ils ont leurs capots, eux, ils touchent les subventions. En échange, tu te tais. Tu ramènes toutes tes troupes à la maison tranquille. On va vous subventionner. Et on va attaquer les autres. Tu vas récupérer leurs fermes et tu seras de ceux qui resteront. Et on va favoriser ton exploitation au détriment des autres. Donc en gros, ils vont garder que les exploitations choisies par la FNSEA, entre guillemets, et puis tous les autres, s'ils ne résistent pas ou s'ils ne font pas des modèles collaboratifs comme le vôtre, vont tomber. Ben écoute, moi je sais pas pourquoi t'as mis des guillemets, parce qu'en fait, il faut les nommer. Ben ouais, t'as raison. C'est tout. Et moi, là, comme c'est pas trop mon terrain, j'ose pas, mais moi, toi, tu es là pour ça. Et moi, mon rêve, si tu veux, mon rêve d'agriculteur, ce serait que les 2 syndicats minoritaires, qui sont... Alors c'est marrant, parce que quand tu regardes les discours de José Bové, moi je suis allé à la Confédération paysanne parce qu'il y avait José Bové à la base. Moi j'ai dormi chez lui, dans le Larzac. On avait une amie, c'était sa voisine. Ce mec, il m'a fait rêver, tu vois, contre le mondialisme, il défonçait les McDo, voilà, putain, ça fait du bien, quoi, c'est bon. Eh ben, ce discours-là, révolutionnaire, il a glissé petit à petit à la coordination rurale. Et il faudrait que ces 2 syndicats minoritaires s'entendent, parce que là, on reprend toutes les chambres d'agriculture. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de se faire la guerre.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques. C'est un peu emmerdant. Mais c'est pour ça que je te dis, moi je fais un truc apolitique avec mon association, c'est beaucoup plus puissant. Parce que la politique, le principe du politique, c'est de diviser. Ben oui. Et là, l'urgence, c'est de se rassembler. C'est de se rassembler, et c'est ce qui s'est passé sur plein de manifestations où les deux syndicats ont dit on marche main dans la main parce que, voilà, à un moment, il faut que ça s'arrête. Tu vois. Et je pense que là, c'était le moment pour qu'ils se parlent. J'espère qu'ils se sont parlé. Et j'espère que dans 4-5 ans, je crois que les élections, c'est dans 5 ans, les élections chambres, et il y a des listes communes partout. Et là, on les dégomme, les autres. Parce qu'ils sont, à force de grossir et de manger le voisin, ils sont de moins en moins nombreux. On le voit que ça va basculer au niveau démographique. Donc c'est vachement important. Mais il faut à tout prix que les agriculteurs laissent les problèmes politiques et parlent de l'alimentation et de l'agriculture. Le reste, on n'en parle pas. Et puis, c'est ce que je dis, moi j'ai commencé à produire du bio il y a 20 ans. C'était les écolos de gauche. Petit à petit, produire local, c'est repris par le Front National. Donc, mais moi, j'ai pas changé. Je fais toujours le même métier, tu vois. C'est juste que les politiques, ils changent de... Oui, ils s'accaparent. Ils s'accaparent les trucs. Mais nous, il faut pas qu'on tombe là-dedans. Moi, je suis producteur, voilà, point barre. Alors justement, on sait qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui souffrent. Hein, les suicides dans le monde agricole, on en a beaucoup parlé. En 2015, il y en avait 605, et encore, ce sont des statistiques. Du coup, quel message tu as commencé à le dire, mais pour les agriculteurs, c'est de se rassembler, c'est de coopérer. Exactement. Je pense que l'isolement, c'est vraiment ce qu'il faut combattre. Eux, ils nous isolent. En fait, ils nous isolent parce qu'on est obligé de travailler de plus en plus, avec de plus en plus d'intensité. Donc on est de plus en plus seuls dans nos champs et on travaille, et on n'a plus le temps de se croiser, on n'a plus le temps de discuter, etc. Moi, je pense qu'il faut arriver à changer de modèle, le modèle économique, petit à petit pour certains, de manière plus rapide pour d'autres, hein, qui sont mieux calibrés. Mais il faut accueillir tout le monde. Nous, dans notre magasin, on accueille tout le monde. À part si le mec c'est un fou et qu'il produit n'importe quoi, mais sinon, on va sur son exploitation, on regarde, il y en a qui sont en bio, il y en a qui sont à 80% bio, 20% conventionnel, parce qu'ils ont des problèmes techniques. Ils ne peuvent pas être en bio à 100%. C'est pas pour ça qu'on va les exclure. Oui, vous le notifiez simplement. On le notifie. Et puis voilà, nous on a un éleveur, Claude Coste, qui est juste à côté, il n'est pas en bio, mais il travaille, c'est magnifique, parce qu'il a juste pas envie d'être labellisé, parce qu'il n'en a pas besoin. Tu vois. Mais c'est notre voisin, on voit comment il travaille, c'est extraordinaire, il fait des fromages super bons, etc. On a une autre jeune femme là qui est du Luberon, elle s'est installée il y a 2 ans, et nous, pour les aider au magasin, les 2-3 premières années, on fait des marges réduites. C'est-à-dire qu'ils récupèrent 80% de leur chiffre d'affaires. Tu vois. Ouais, c'est une aide certaine, quoi. Hein. En fait, on gagne rien. Voilà, en dessous de 20%, ça fait juste payer les factures. On gagne rien. C'est-à-dire que s'il y a des réparations à faire, voilà, on n'a pas de pécule. Mais c'est un engagement. C'est pour que les jeunes, quand ils s'installent, quand ils viennent dans ce magasin-là, ils se disent j'ai 80% du chiffre d'affaires qui m'est viré sur mon compte. Le magasin, c'est le petit paysan. Comment ça s'appelle, le petit paysan, non ? Non, le coin des paysans. Le coin des paysans. Ouais. Donc le coin des paysans. Donc vous êtes combien à bosser dans ? On est, il y a 3 salariés et il y a 26 producteurs ou transformateurs. Ouais, c'est chouette. Écoute Tristan, on va s'approcher de la fin de cette émission. Si des personnes veulent témoigner, si des agriculteurs veulent témoigner aussi de ce qui leur arrive, ou partager des choses, ou se rassembler, comment ils peuvent te contacter ? Le plus simple, c'est qu'ils appellent le magasin. Donc ils vont tomber sur nous et on prend les numéros et puis on les rappelle. Parce que sinon, moi je décroche jamais. Je suis tout le temps en train de travailler. D'accord. Donc, je vais avoir 200 messages, c'est pas la peine. Et l'association, tu peux dire où on peut trouver. Il y a un site internet pour l'association ? Non, on n'a pas fait de site internet. L'association, elle va porter la ferme cueillette. Là, on va faire la ferme cueillette autour du magasin dans les serres, là.
Et il faudra être adhérent de la ferme de l'association pour pouvoir venir cueillir à volonté. Et c'est l'association qui porte tous les... c'est là où on s'est rencontrés pour les diabétiques. Tu vois, c'est l'association qui paye les légumes, etc. Pour avoir des actions autour de l'alimentation. Parce qu'en plus, là où on s'est rencontrés, j'ai appris que tu faisais aussi la restauration collective pour les collèges. C'est ça. On a beaucoup travaillé avec le collège du Puy. Là, comme on grossit beaucoup et qu'on manque de main-d'œuvre, je les ai moins livrés l'an dernier. Je pense que l'an prochain, ça va redémarrer. Tu as aussi un profil... alors, il y a le nom de ta chaîne, là. Donc, c'est Opération Main Propre sur... Opération Main Propre au pluriel, Opération au singulier. Et pensez à vous abonner, parce que plus on sera abonné, plus les autorités se diront « Oh là là, il est suivi par beaucoup, beaucoup de gens ». Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont être informés de nos malversations, c'est embêtant. Exactement. Et puis, s'ils me remettent en garde à vue, il y aura un comité de soutien à la brigade. En tout cas, Tristan, moi je te remercie de l'éclairage que tu as pu nous donner, de tout ce que tu as pu nous dévoiler. Et puis, on va te dire bonne continuation pour les projets en cours, pour soutenir l'autonomie alimentaire, l'honnêteté, les bonnes actions, et pour qu'on puisse continuer à bien manger et pour les générations futures. Merci beaucoup de votre invitation. À la prochaine, Tristan. À la prochaine. Nous, on se retrouve le mois prochain, ça sera le 11 mars, et ça sera un collectif féminin avec Mika et ses amis féministes qui viendront nous parler de leurs projets. Je vous dis une très bonne soirée qui continue sur Zinzine et à la prochaine. Bye bye.